Malgré les précisions que nous venons de donner, la dignité reste un concept assez abstrait. Il ne nous fournit pas une liste concrète des droits de l'homme. Les droits de l'homme ont en effet été définis d'une façon négative à travers les expériences concrètes de violation, d'injustice. Les droits de l'homme sont donc des réponses concrètes à des expériences d'injustice. Il est en effet plus facile de définir l'injustice que de définir la justice. Plus facile d'identifier quand les droits ont été bafoués que de définir précisément leur contenu. Suivant cette approche négative, j'aimerais bien vous donner quelques exemples historiques qui montrent comment les droits de l'homme ont été concrétisés, comment ils ont émergé en tant que réponse à des tragédies humaines. J'ai retenu 5 exemples. Le premier exemple, c'est l'esclavage. L'esclavage est un clair affront à la dignité humaine parce qu'une personne est traitée comme un objet qu'on peut vendre, qu'on peut donner, voire tuer. La personne est traitée comme un instrument de travail, exploité à des fins d'autrui. L'opposition à l'esclavage a déjà été articulée au XIIIe siècle en Afrique dans la Charte du Manden, un document que vous avez lu pour aujourd'hui. La Charte du Manden est considérée comme un texte fondateur des droits de l'homme sur le continent africain. Au sujet de l'esclavage, la Charte du Manden nous dit ceci. Il n'y a pas pire calamité que ces choses-là dans ce bas monde. L'essence de l'esclavage est éteinte ce jour, d'un mur à l'autre, d'une frontière à l'autre du Manden. Les détentions arbitraires, c'est le deuxième exemple que j'ai retenu. Les victimes sont en effet privées de leur liberté la plus élémentaire et livrées aux caprices du souverain. L'opposition à cette pratique remonte au XIIIe siècle, au Royaume-Uni. Nous voyons dans la Magna Carta déjà la revendication des barons face à Jean sans Terre, le roi Jean sans Terre, revendication d'avoir des garanties judiciaires, un contrôle judiciaire pour les privations de liberté. La persécution des minorités religieuses est le troisième exemple d'une concrétisation négative de la dignité que j'aimerais évoquer. Cette pratique a donné naissance à la liberté religieuse et à la liberté d'expression. C'est en effet dans le domaine religieux que la liberté de la parole a été revendiquée en premier. Les réformateurs, par exemple, ont revendiqué le droit d'interpréter la Bible. La tolérance religieuse a cependant des antécédents historiques encore plus lointains. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, le roi Persirus le Grand s'engagea à respecter toutes les foi et coutumes de tous les peuples de son royaume. Cet engagement est inscrit sur le cylindre de Cyrus, découvert au XIXe siècle et conservé aujourd'hui au British Museum. Sur le sous-continent indien, 2 empereurs ont aussi revendiqué ou pratiqué la tolérance religieuse. C'était d'abord l'empereur bouddhiste Ashoka au IIIe siècle avant Jésus-Christ, qui organisait aussi des débats entre différentes croyances. Et plus tard, au XVIe siècle, l'empereur Akbar, qui faisait partie de la dynastie des Moghals, lui aussi, c'était un grand plaisir pour lui d'assister, d'organiser des débats entre différentes croyances. Et il a fait un temps où la contre-réforme battait son plein en Europe. Le 4e exemple, la pauvreté, l'exploitation, est une constante de l'humanité. Il n'est donc guère surprenant que dans les grands textes religieux, nous trouvons le précepte de la charité, d'aider autrui, d'aider les personnes les plus démunies. Les droits sociaux, notamment le droit au logement, le droit à l'alimentation, le droit à la sécurité sociale, sont des réponses contemporaines à la misère, à la pauvreté. Les pays qui ont souffert du colonialisme, qui ont vu par exemple le pillage de leurs ressources naturelles, pour eux, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le droit aussi de disposer de ces richesses naturelles, est une revendication, une réponse en matière des droits de l'homme. Les droits de l'homme se doivent aussi d'apporter des réponses à des menaces contemporaines. Leur contenu est donc dynamique, il évolue. Le 5e exemple,
la pollution et la destruction massive de l'environnement illustrent que les droits de l'homme, justement, apportent une réponse aussi à des problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Cette problématique, en effet, a donné naissance à la revendication d'un nouveau droit de l'homme, le droit à un environnement sain. Ces quelques exemples que j'ai donnés n'épuisent de loin pas l'univers vaste des droits de l'homme. Le but était, au fond, de montrer justement de quelle manière les droits de l'homme sont concrétisés à travers l'histoire, à travers des tragédies humaines. Ces exemples nous montrent aussi que les droits de l'homme ne sont pas hors histoire. Ils ne sont pas figés une fois pour tout, mais ils évoluent avec l'histoire et ils sont de nature dynamique pour apporter des réponses aussi à des problèmes contemporains. À l'inverse, les valeurs générales de la dignité, de la liberté, de l'égalité permettent d'évaluer de façon critique des revendications, de créer des nouveaux droits de l'homme. Il faut chaque fois s'interroger, est-il justifié de répondre à un problème social en créant un nouveau droit? En conclusion, on peut dire que les droits de l'homme reposent sur deux piliers qui interagissent. Le premier pilier, ce sont des valeurs générales, intemporelles, la dignité, la liberté et l'égalité. Et le deuxième pilier, ce sont les expériences concrètes qui, à travers l'histoire, ont forgé le contenu des droits de l'homme.